Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité que nous avons, Pierre et moi, de présenter en fait notre tout nouveau projet edupass.lu. Et en fait, on va présenter les choses en deux temps. Le premier temps, je vais vous mettre un peu dans le contexte général et ensuite, Pierre va passer à voilà, à la question plus spécifique de edupass.lu. Alors, nous sommes tous deux membres du groupe de travail Digital Sciences, sciences numériques, qui est donc une nouvelle branche qui a été introduite en phase pilote voilà, pendant la rentrée là, 2021. Et nous sommes donc dans ce sens, nous avons reçu la mission du ministre au sein du script. Et le script, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, de mettre en place cette branche et ensuite, bien sûr, de proposer tout un dispositif, que ce soit du matériel didactique, mais aussi des méthodes d'évaluation. Alors, le script, c'est un long mot si on le lit entièrement, service de coordination de la recherche, l'innovation pédagogique et technologique. C'est en fait une sous-partie, si on veut, du ministère de l'Éducation nationale, où vous avez six différentes divisions, dont la division innovation, et nous, en fait, nous faisons partie, pardon, de cette division. C'est en fait le script qui est chargé de mettre en œuvre les priorités de la politique éducative, mais aussi vraiment d'essayer de faire avancer le terrain. Voilà. En parlant de politique, notre ministre de l'Éducation nationale, Claude Maïch, a décidé déjà il y a un certain temps, déjà depuis 2013, en fait, on trouve les premières traces dans les textes, que le développement numérique dans l'enseignement devait être une priorité. Et donc, nous avons lancé l'année dernière le cadre de référence des compétences numériques, le Median Compass, que vous pourrez vous-même consulter en français aussi sur la page edumedia.lu. Et en fait, il s'agit de quoi? Eh bien, c'est un cadre de référence que nous avons élaboré pour le contexte luxembourgeois, mais qui se base sur le DIGCOM de la European Schoolnet, donc où il s'agit de voir les différents champs de compétences et dans quel sens et de quelle manière surtout on peut travailler les compétences numériques dans le milieu scolaire. Donc ça a été le cadre qui a été lancé juste avant le lockdown, c'était je crois le 10 mars. Bah oui, voilà, c'était le 10 mars et deux ou trois jours après, tout s'est arrêté. Et on a, par rapport à ce cadre de référence, lancé à l'école fondamentale le pass média. Alors, c'est quoi le pass média? En fait, c'est un petit livret qui devait servir ou qui sert aux élèves et aussi aux enseignants de chaque fois qu'une compétence a été travaillée, de la valider à l'aide d'un tampon, si on veut, et pour certifier, en tout cas pour visualiser les compétences travaillées dans le cadre des compétences numériques. C'est dans ce sens aussi que le Digital Science Course est une suite logique, en fait. C'est une réponse, comme le disait le ministre, de l'école à la digitalisation de notre vie, de notre environnement de travail. Et ça s'inscrit exactement dans la même lignée de ce qui a été lancé à l'enseignement fondamental. Je peux peut-être rajouter qu'au cycle 4, en ce moment, donc les deux dernières années de l'enseignement fondamental, le coding, la programmation a été mise au centre des préoccupations et dans le cadre du cours de mathématiques, mais c'est en cours d'élaboration. Toutes ces compétences numériques vont être élargies et vont être travaillées pour que dès l'entrée en fait à la maternelle, les jeunes apprennent voilà, à aborder les questions de pensée computationnelle, etc. Donc pas forcément liées à une technologie, mais aussi unplugged, donc de manière analogue.
Le cours donc des sciences numériques se base là-dessus et nous avons développé dans ce cours 6 axes thématiques qui seront traités les 3 premières années. Chez vous, je crois que c'est le collège et lycée. Nous, on appelle le tout le lycée, donc l'enseignement secondaire, c'est le lycée. Et en classe de 7e, 6e, 5e, il y a donc ce cours et il y a 6 grandes thématiques qui sont abordées et qui sont revues et approfondies au fur et à mesure des années. Ce qui est important et le vrai défi en fait de cette branche, c'est que nous essayons absolument d'éviter que ça devienne un cours d'informatique, ni que ça devienne un cours purement philosophique, mais qu'on ait justement une balance entre ces dimensions cognitives, donc apprendre de quoi il s'agit, des compétences techniques, mais aussi la part morale et éthique de la numérisation. Donc là, vous voyez les 6 axes. Mon monde digital et moi, où il s'agit de parler de communication et d'algorithmes. Donc moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais? Avec quel appareil je travaille? Est-ce que j'ai un smartphone? Si je l'ai, qu'est-ce que je fais sur ce smartphone? Et qu'est-ce qui se passe surtout dans les coulisses? Parce que c'est exactement ça qu'il s'agit de mettre en lumière. La deuxième axe élargit un peu l'espace au World Wide Web, ça, toi et moi, où la question, c'est de savoir, voilà, mon engagement, dès que je suis sur une plateforme ou sur un réseau social, ben, qu'est-ce que ça implique, quelle est ma position, quelles sont mes responsabilités, etc. La troisième axe, par contre, elle se concentre sur vraiment la langue propre aux ordinateurs, aux machines, do you speak informatique, ma langue, leur langue, et où il s'agit de comprendre en fait que comme nous avons appris à parler avec l'alphabétisation, etc., que à partir du moment où on communique avec des machines, qu'il y a une sorte de traduction qui se fait justement de toutes ces données et on apprend en fait d'abord pourquoi j'ai des données qui s'appellent JPEG, d'autres PDF, ZIP, ça veut dire quoi? Et puis surtout, comment est-ce que je peux comprimer des informations et aussi crypter des informations, des données, pardon. La quatrième axe, elle, se concentre exclusivement sur le jeu, qu'il soit analogue ou digital. Bon, je m'excuse hein, parce qu'en français, digital, c'est pas très juste, c'est numérique, mais ici au Luxembourg, dans la langue commune, on utilise beaucoup digital aussi en français. En solitaire ou ensemble, tout un programme, non seulement dans le sens entertaining, hein, je m'amuse, je joue, etc., mais aussi de programmation, de langue de programmation. L'idée là aussi, c'est d'apprendre à connaître en fait les coulisses du jeu parce que énormément de jeunes, même des adultes, jouent énormément et ils sont dans ce sens, oui, ils participent à quelque chose, à un rouage où ils ne connaissent pas vraiment leur place et surtout tout ce qui se passe avec eux. La cinquième axe se concentre, elle, sur le robot, partenaire pour le meilleur et le pire. Donc voilà, un peu voir l'image du robot que chacun a dans sa tête, qui est largement emprunt des visions Disney ou Pixar et la réalité des robots dans la vie actuelle, pourquoi les robots existent et surtout à quoi peuvent-ils servir et quelles sont les chances et les défis. Enfin, pour terminer, la dernière axe qui parle d'une machine plus rusée que moi, est-ce que ça existe? Et là, on thématise les bases de l'intelligence artificielle pour aussi les sensibiliser à ce qui est déjà énormément en fait, dans leur quotidien, ne serait-ce que pour quand ils utilisent des filtres sur Snapchat ou Instagram ou WhatsApp. Donc là, vous avez un peu une vue globale des contenus et on peut continuer. Et dans ce sens-là, on a très vite, rencontré un gros problème, c'est celui de l'évaluation. Quand on parle de compétences, c'est assez difficile dans un système, en tout cas luxembourgeois, qui est extrêmement basé sur les notes. Alors, je sais qu'en France, c'est sur 20, nous, c'est sur 60, on a 60 points. Quand on a 30, on est content, on a la moyenne. Dès qu'on a en dessous,
c'est insuffisant. Et le problème pour nous, surtout dans le cadre de ce cours-là, qui est basé a priori sur sur le processus, le cheminement et pas vraiment sur un produit final, eh bien, les points sont pour nous, ont été un peu, voilà, difficiles à juste avoir ça, quoi. Et donc, pour aussi garantir cette balance entre savoirs qui souvent sont notés par des points dans des tests, c'est d'avoir cette balance entre ces savoirs, ce savoir-faire technique, technologique qui forcément a besoin d'expérimentation, de processus, etc. et de savoir-être dans le sens où, voilà, il faut aussi à un moment ou à un autre se poser la question du rôle moral ou éthique que peut avoir l'utilisation de telle ou telle technologie. Donc, on a des méthodes du travail spécifique qui engendre en fait un travail qui n'est pas uniquement axé sur un produit final qui est donc facilement fixable avec des points. Et c'est là où nous avons très vite trouvé le chemin des badges, open badges, dans le sens où justement ils visualisent bien plus qu'un état des lieux ponctuel sur des connaissances très précises. Voilà. Donc, je passe la parole à Pierre qui justement vous présente comment on a alors décidé donc de se mettre sur cette voie-là, celle des Open Badges, et surtout comment pouvoir l'intégrer dans un système national. Voilà, bonjour ou bonsoir. Et c'est Claire qui m'a tout d'abord montré c'est quoi un badge. On a suivi des formations pour comprendre comment fixer les critères pour générer des badges qui ont aussi une certaine valeur. Et puis, on a commencé à tester dans les différents lycées d'intégrer les badges. Dans mon école, on a commencé à acheter une licence Open Badge Factory. On a commencé avec les étudiants de recevoir certains badges. Et très vite, on a rencontré une situation problématique. Elle est assez bête, probablement pour certains d'entre vous, mais on a besoin d'une adresse email pour créer un compte Open Badge Passport. Ça, avec nos classes, c'était déjà difficile car certains connaissent leur adresse email, d'autres ne la connaissent pas. Ils n'ont pas accès à une adresse email, etc. Donc, on a une situation assez problématique et surtout pour la nouvelle branche Digital Sciences, on avait envie de fournir aux professeurs un système facile pour éviter tous ces problèmes de création de comptes. Parce qu'on a un public très diversifié, donc on a des personnes, des étudiants, des élèves qui sont très forts en informatique, d'autres qui sont très faibles. On a différents niveaux où Digital Sciences a été introduit. Donc, on a des soucis face aux connaissances informatiques, peut-être avec l'accès à une adresse email personnelle, mais certainement aussi parce qu'on vise avec notre nouvelle branche un public mineur. Donc, ça, c'était une situation qu'on devait résoudre et avant les vacances, la mission m'a été confiée de trouver une solution à tous ces problèmes. Et donc, j'ai ouvert Internet et Open Badge Factory, j'ai trouvé le formulaire d'aide et j'ai écrit un mail en expliquant ma situation et Eric m'a contacté pour une visio et à partir de là, on a travaillé ensemble pour trouver une solution nationale pour le Luxembourg. Qu'est-ce qu'on a donc fait? Au Luxembourg, on a un gigantesque avantage, c'est-à-dire qu'on a un compte IAM pour chaque étudiant. Un compte IAM, c'est quoi? C'est un identifiant unique qui sert de nom d'utilisateur pour accéder aux ressources informatiques de l'éducation nationale et bien d'autres. Donc, chaque étudiant possède déjà d'un compte IAM, en fait. Ça a un énorme avantage parce qu'avec la connexion IAM, qui est une connexion SSO, il y a beaucoup d'informations qui sont fournies en arrière-fond si on en a besoin. Par exemple, il y a moyen de fournir directement le nom et le prénom de l'étudiant. Il y a aussi le lycée et la classe qui sont définis pour chaque étudiant et chaque étudiant a automatiquement une adresse mail @school.lu précédée par son compte IAM que chaque élève possède automatiquement. Et il y a d'autres informations qui sont possibles avec la connexion IAM que je vais détailler par après qu'on va utiliser pour des futurs développements. Mais en gros, on avait déjà un système en place qui fournissait toutes les informations dont on avait besoin. Et on travaillait ensemble avec Open Badge Factory. On a intégré ce système
dans EduPass. Donc, EduPass, comment vous pouvez vous imaginer EduPass? Je vais vous montrer mon anglais par après. C'est en fait Open Badge Passport adapté au système luxembourgeois avec la connexion SSO. C'est-à-dire, ça ressemble fortement à ce que vous connaissez de Open Badge Passport, juste avec des petits ajouts qu'on peut faire à gauche et à droite. Un majeur avantage est que c'est un endroit sécurisé et individuel pour l'élève. Donc, s'il connaît son IAM, il s'identifie. Dans l'arrière-fond, son compte est créé automatiquement et il arrive sur sa page d'accueil avec son prénom et tout déjà fixé et il peut faire certaines modifications comme par exemple mettre sa photo, etc. C'est adaptable à différentes branches, lycées et institutions EduPass. C'est-à-dire, si maintenant une école ou un lycée décide je veux faire part de EduPass, on peut lui donner un espace où le lycée en question est administrateur de son propre espace et peut créer ses propres badges. Donc, on a deux possibilités. D'un côté, on peut créer les badges du ministère et chaque école peut encore créer les badges individuels de son école. Et il y a des musées qui sont intéressés ou institutions culturelles à aussi faire part de EduPass. Donc, on peut mettre EduPass sur un niveau national assez grand, mais on va commencer à l'alimenter avec les étudiants de la nouvelle branche Digital Sciences. Donc, on est assez flexible pour des futurs cas d'usage et l'intérêt commence à croître au Luxembourg maintenant à cause de ces différentes présentations qu'on est en train de faire et parce que les gens reconnaissent tout doucement la valeur qu'un badge peut apporter supplémentairement à notre note sur 60 points. EduPass ressemble donc en gros à ceci, mais pour vous montrer ça avec plus de détails, je vais changer sur EduPass. Donc, l'étudiant, quand il se connecte la première fois, il arrive ici sur EduPass et on a récolté un certain nombre de membres que je vais vous montrer par après, les chiffres exacts. Et sur EduPass, on a le moyen de créer des espaces. C'est-à-dire pour notre nouvelle branche, on a l'espace Digital Sciences pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi d'autres lycées qui sont intéressés, comme le mien et le lycée Josie Bartel, qui ont tous leur propre compte Open Badge Factory en arrière-fond et mettent leur propre badge individuel. Et Digital Sciences, où vous trouvez les badges pour la nouvelle branche, mais aussi d'autres badges du ministère dans un futur proche. Voilà. Le problème est aussi qu'on a une population assez diverse, comme vous pouvez le voir. C'est tous les lycées répartis au Luxembourg qui sont éparpillés un peu partout sur la carte. Et chaque lycée, ou beaucoup de lycées, avaient déjà des projets de badge en prévision ou avec un projet d'établissement. Et tous ces lycées, on essaie de les récolter maintenant dans EduPass parce que ça, d'une partie, ils gardent leur propre main sur leur badge, mais peuvent s'intégrer dans une plateforme nationale. Le public visé, c'est les étudiants dans un premier temps. Et ici, vous pouvez voir la population qu'on vise, donc dans l'enseignement fondamental secondaire et dans l'enseignement primaire et secondaire international au Luxembourg. Si on arrive à regrouper tout le monde, on va parler de 100 000 étudiants, par exemple. Et avec la branche Digital Sciences, si tout le monde participe, on va arriver à peu près 15 000 étudiants dans l'espace Digital Sciences sur EduPass. Ça, c'est les choses qui sont en place pour le moment, mais on s'est vite rendu compte qu'on doit faire évoluer EduPass. Et ça, ce sont les développements qu'on est en train de faire avec l'équipe d'Eric et Open Badge Factory. Parce qu'on a un certain problème qu'on a rencontré. Je vais d'abord vous montrer les chiffres actuels. Excusez-moi, j'avais oublié que ce slide viendrait à ce moment-ci. Donc, on a à peu près 700 étudiants, des 1400 étudiants qui sont déjà arrivés et on a distribué pendant un mois à peu près 1000 badges au sein de EduPass. Donc, les développements, c'est lesquels? Pour le moment, on a EduPass qui est une structure fermée parce que c'est un public mineur. Donc, on veut garantir que les informations des étudiants sont en sécurité. Mais cette situation est identique pour le moment pour les enseignants et les élèves. Et on s'est aussi posé la question, qu'est-ce qui se passe avec les badges quand le public cible quitte l'enseignement public et n'a peut-être et a probablement plus accès à EduPass. Et on s'est rendu compte que la réponse est dans la connexion SSO par IAM parce qu'il y a la date de naissance qui sera livrée dans un futur proche.
et le pass peut s'ouvrir donc automatiquement en reconnaissant que l'utilisateur a 16 ans ou plus, ou si le rôle de l'utilisateur est le rôle d'un enseignant, par exemple. Aussi, avec l'ouverture automatique, on va introduire la possibilité de faire un export de tous ces badges, probablement vers la plateforme ouverte Open Badge Passport. Comme ça, tout le monde peut prendre ses badges avec lui quand il quitte l'enseignement public. Ça, c'est un des premiers développements qu'on envisage de faire. Un autre développement, et à mon avis le plus important, ça sera le développement problématique de la validation des badges. Pour le moment, ici, vous pouvez voir, par exemple, les badges de la branche Digital Sciences. Et il y a des badges qui sont sans review et avec review. C'est-à-dire, il y a des badges automatiques. Par exemple, si on commence un nouvel axe dans Digital Sciences, l'étudiant demande le badge de base, qu'il a commencé son axe. Et puis, il y a différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, et puis le niveau expert qu'il peut atteindre. Et comme vous pouvez le voir ici, ces badges sont after review. Donc, pour obtenir ce badge, l'étudiant doit faire certaines preuves, envoyer des fichiers ou un screenshot d'un site web qu'il a effectué. Et maintenant, on a le problème qu'on ne désire pas donner accès à tous les enseignants à Open Badge Factory. Le nombre sera trop grand et on aura des problèmes de gestion. Donc, on a discuté avec Eric comment on peut résoudre ce souci. Et je vais vous montrer la solution actuelle qui est loin d'être idéale. C'est-à-dire qu'on a fait une drop-down list. Ça marche bien parce que le Luxembourg est assez petit. On a fait un drop-down list où on a mis tous les lycées participants pour la nouvelle branche. L'étudiant, quand il demande un badge, doit choisir son lycée. C'est déjà la première source d'erreur qu'on a identifiée hier pendant des discussions. Souvent, les étudiants font un mauvais choix et donc le mauvais professeur reçoit la validation de badge. Et dans l'arrière-fond, à chaque choix sont associées les adresses email de tous les enseignants qui enseignent la branche Digital Science au lycée respectif. C'est-à-dire à 8 heures du matin, tous les enseignants présents dans la liste reçoivent un email où ils peuvent cliquer sur un lien pour valider les badges en question des étudiants. Ils doivent donc faire un choix judicieux des étudiants qui sont les leurs et des étudiants étrangers. Et comme vous pouvez le voir, si on a une adaptation avec une adresse email derrière, on doit adapter toutes les demandes de badge, etc., etc. Donc, c'est un travail qu'on effectue pour le moment parce qu'on est dans une phase pilote, mais on a évidemment besoin d'une meilleure solution. Et la meilleure solution sera une validation par les enseignants des badges et non pas dans Open Badge Factory, avec des listes d'élèves et un système complexe manuel non spécifique derrière, mais en se basant sur les informations du fichier élève. Le fichier élève, c'est quoi? C'est un grand fichier qui répartit tous les étudiants du Luxembourg. Et pour les gens qui gèrent peut-être des iPads dans leur lycée respectif, ça marche un peu comme Apple School Manager, c'est-à-dire que le système connaît toutes les informations sur un élève, il fournit la classe et les enseignants de l'élève, il fournit une affectation automatique entre enseignants et élèves, et ces informations-là, on désire les exploiter dans EduPass. C'est-à-dire, notre vision, c'est d'introduire un onglet supplémentaire ici en haut sur EduPass, où l'enseignant, quand il fait son login, va voir validation de badge, il clique dessus et il arrive dans un espace où il voit ses élèves de sa classe et les demandes des élèves des badges associés. Il peut donc faire la validation des badges dans son espace sur EduPass et on va l'éliminer complètement. On n'aura pas besoin d'accès à Open Badge Factory. Évidemment, il y aura aussi des statistiques où il peut voir si les badges ont été acceptés, combien de badges ont été délivrés, etc., etc. Ça, c'est le côté très, je veux dire, très fixe de EduPass, où il y a une validation par les enseignants et ils doivent acquérir les badges de la branche. Évidemment, on va essayer de ne pas perdre de vue le fait que l'esprit des badges est un esprit ouvert. Donc, sur EduPass, les étudiants vont aussi avoir la possibilité de découvrir d'autres badges qui peuvent, par exemple, faire auprès d'un musée ou auprès d'une autre institution où il n'y aura pas de validation par les enseignants derrière. Mais on avait besoin d'avoir un système axé sur deux voies, une fois très dans le cadre de l'école et un cadre ouvert à côté.
Finalement, le troisième développement, c'est un développement, je veux dire, très cadré, très luxembourgeois. Donc, à la fin d'une année scolaire, les étudiants au Luxembourg reçoivent un bulletin qui reprend les notes, les matières qui ont été réussies, etc. C'est le bout de papier qu'on apporte à la maison pour avoir les 50 € de grand-mère, je dis toujours. Et on a réfléchi que ce serait opportun que les étudiants puissent aussi montrer les badges. Donc, quand le régent de la classe va créer le bulletin, il y a la création automatique d'un document PDF en arrière-fond automatiquement qui regroupe les badges acquis par les élèves lors de l'année scolaire avec un code QR pour qu'à la maison, les parents puissent s'imaginer ou comprendre ce que les enfants ont atteint à faire. Voilà, ça c'est en quelques mots EduPass et je vous remercie de votre attention.